est-ce que Poutine est franc-maçon? Voilà. Donc bon, ça, si on regarde un petit peu les images de Poutine et qu'on connaît un petit peu les gestes de la maçonnerie, on remarque que Poutine fait souvent des gestes en fait maçonniques. Et on l'a également vu plein de fois faire des poignées de main maçonniques. Voilà. Et ensuite, l'information a été confirmée par Richard Tomlinson, donc c'est un ancien agent du MI6, donc qui a travaillé avec Poutine, donc du temps où Poutine travaillait en Allemagne de l'Est. Et donc il a dévoilé, donc il a écrit un livre donc, sur ses actions au sein du MI6, et il a révélé notamment que Poutine était un agent double du MI6, donc il travaillait donc, également pour les services anglais, ce qui n'est pas étonnant étant donné que les services anglais sont en fait derrière le Nouvelle Guerre mondiale. Voilà. Et il a déclaré aussi que Poutine était un maçon de l'Arche royale. Donc je vais parler rapidement de la maçonnerie de l'Arche royale. Donc elle est caractérisée par le symbole que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire un triangle avec à l'intérieur un triple tau. Donc qu'est-ce que c'est que le triple tau? Le triple tau en fait ça représente les trois pouvoirs du juif, c'est-à-dire que le juif à ce degré est considéré comme à la fois roi, prêtre et prophète. Donc à partir de là en fait il se met en fait en compétition avec la Trinité catholique. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ça montre bien à quel point c'est à ce degré en fait le satanisme commence à être révélé en fait aux francs-maçons. Le mot de passe de ce degré est Jabulon. Donc Jabulon qui veut dire Yahvé, Baal, donc le dieu des Cananéens, et Osiris, donc le dieu du monde souterrain égyptien. En fait, qui n'est autre, Jabulon n'est autre que Satan en fait. Le vrai nom de Dieu donc doit être caché à ce degré. C'est pour ça que le symbole, le signe de ce degré en fait est la main cachée dans la veste. Donc c'est pour bien montrer aux maçons qu'il doit taire le nom de Jabulon. C'est un dieu secret. Voilà. La question qui est posée en fait lors de l'initiation du maçon de l'Arche royale est donc êtes-vous un franc-maçon de l'Arche royale? Et donc la personne qui veut se faire initier répond je suis celui qui suis. Donc cette phrase c'est très grave parce que c'est le nom en fait révélé par Dieu au Mont Sinaï à Moïse. Donc en fait le franc-maçon en disant ça dit qu'en fait il est lui-même Dieu. En fait il s'oppose à Dieu. Voilà, parce qu'il se dit Dieu. Voilà. Donc c'est pas étonnant que Poutine ait été initié au grade de la franc-maçonnerie. On sait très bien que les services secrets russes ont été infiltrés par la franc-maçonnerie, ainsi que les hauts grades en fait, du pouvoir soviétique. On sait qu'ils étaient tous francs-maçons. D'ailleurs c'est prouvé en fait, dans un reportage qui se base sur des archives qui ont été récupérées lors de la chute de l'Union soviétique. C'est en fait, des archives qui ont été achetées au KGB. Donc à partir de là, à partir du moment où en fait, on a la preuve dans les archives, je pense que c'est assez incontestable. Donc qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB, tout comme son prédécesseur Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, étaient donc les trois étaient en fait, les trois candidats étaient donc des agents du KGB. Une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, il est italien d'origine et il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush pendant les élections. Donc en 96, le rabbin Berel Lazar est opposé à Vladimir Gzinsky, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias, et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc en fait, ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger, en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. En fait, il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovsky et Abramovich. Donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch présentent le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes, donc c'est parmi en fait les plus virulents, en fait, les plus pro-messianistes. En fait, c'est les messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà. Le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare. Donc en septembre 2000, donc c'est un don, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovich. En fait, c'est tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovich. En fait, Abramovich, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Berel Lazar à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea.
Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc, est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une ville en Suisse, enfin c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait, de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. En fait c'était un moyen de retourner en fait, le peuple vers le communisme. Voilà. Il ne s'appelle pas Shimon Peres. Il s'appelle Simon Persky et il est biélorusse. Elle ne s'appelle pas Golda Meir. Elle s'appelle Golda Mavovitch et elle est ukrainienne. Il ne s'appelle pas Ariel Sharon. Il s'appelle Ariel Sherenman et il est polonais biélorusse. Il ne s'appelle pas Moshe Dayan. Il s'appelle Moshe Kitegorodsky et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Menahem Begin. Il s'appelle Nexislaw Biegun et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu. Il s'appelle, laissons-le à la fin lui. Il ne s'appelle pas Yitzhak Rabin. Il s'appelle Itzhak Robitsov et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Mark Ruger. Il s'appelle Mark Freiber et il est allemand. Il ne s'appelle pas Haïm Barlev. Il s'appelle Haïm Brodsewski et il est autrichien. Il ne s'appelle pas Yitzhak Shamir. Il s'appelle Ishak Josierniki et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas David Bogorian. Il s'appelle David Groun et il est polonais. Il ne s'appelle pas Yigal Allon. Il s'appelle Yigal Pekovitz et il est roumain. Il ne s'appelle pas Moshe Charette. Il s'appelle Moshe Chertok et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu, il s'appelle Benjamin Milekovski. Les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux, qui permettent en fait aux élites en fait, de contrôler en fait, toute la richesse mondiale. Et pour le peuple par contre c'est le communisme en fait. Un économique qui arrive en Europe et aux États-Unis, c'est bien entendu voulu, c'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents. Voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux États-Unis qui sont des pays plus riches. Donc en fait il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà. Donc en fait c'est juste un des blocs continentaux. Enfin c'est la technique des élites en fait au lieu de directement en fait passer des pays à une union de tous les pays en un gouvernement mondial, et en fait ils y vont par étapes, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs grands blocs continentaux pour fusionner ensuite ces blocs. En fait c'est l'étape où on est actuellement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du marché transatlantique, du marché transpacifique, de l'ALENA, du Mercosur, de l'Union Européenne, des BRICS, voilà, l'Eurasie c'est juste un des blocs supplémentaires, ça permet de brouiller les cartes des nations, ça permet de faire croire que les nations s'est dépassées, voilà, c'est juste ça. Donc cette théorie géopolitique en fait c'est surtout Dugin qui est connu pour en parler, en fait c'est beaucoup plus ancien. En fait Dugin pour moi c'est un Brzezinski russe. Moi personnellement ça me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, où on avait deux camps qui étaient inspirés d'un côté par Marx, donc pour le côté russe, et d'un côté par Nietzsche pour le côté allemand. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait à chaque fois c'est des faux théoriciens qui viennent en fait donner une idéologie pour permettre en fait aux gouvernants d'être suivis par la foule. Voilà, c'est un peu pour vulgariser l'idéologie et être suivi, enfin permettre une propagande plus importante et plus ciblée sur le peuple. Voilà. Moi j'ai noté aussi personnellement que le symbole du mouvement eurasiatique de Dugin était donc une étoile à 8 branches, donc c'est un symbole occulte connu qui est appelé l'étoile du chaos. Donc c'est quand même marrant de choisir un symbole occulte comme ça. On sait également que le parti eurasiatique est financé par le Kremlin et que Poutine est très proche de Dugin. Voilà. Il faut noter aussi que ce qu'a dit Dugin dans une de ses interviews. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante, nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern ou Communiform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, les temps ont changé et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Maria Ivanova Shalomova et son père, donc, qui a pour nom de famille Epstein. Donc, ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques les plus importants de Russie, qui s'appelle Abramovich. Donc, dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. Poutine donc, était agent du KGB. Il a notamment travaillé en Allemagne de l'Est. Voilà. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 91. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 98. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que
Poutine en fait a rencontré deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovich et Berezovski. Donc Berezovski, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovski en Espagne de manière illégale. Donc il était à l'époque chef du FSB, il allait retrouver Berezovski en bateau là-bas. Donc ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovski qui avait déjà mis au pouvoir Helsin, donc demande à Helsin de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qu'il fait le 31 décembre 1999, alors que tous les Russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Le président Helsin annonce qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que 10 jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 1999, le 20 décembre je crois, donc Poutine, en fait, face à une assemblée du FSB, a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a dit ça devant le FSB, donc 10 jours avant de prendre le pouvoir.